sur tube digestif et péritoine. Parce qu'il y a très peu en fait d'objectifs en construction. On avait donc mis le diagnostic d'un épanchement et d'une collection, et puis savoir reconnaître un appendice normal par le diagnostic d'un épaississement pariétal digestif. Donc c'est vraiment des objectifs très ciblés de base. Donc je ne vais pas sur ce cours traiter toute la pathologie du tube digestif ni du péritoine. Donc pour le premier objectif qui est l'épanchement liquidien, donc il faut savoir que l'échographie peut déceler des toutes petites quantités de liquide péritonéal. Alors il faut les chercher dans les zones d'éclive, c'est ça qu'il faut savoir. C'est-à-dire que vous ne verrez pas un tout petit peu de liquide en interrance, il faut aller vers les zones où le liquide va se mettre. Et ce sont les zones d'éclive. Le premier très connu, c'est l'espace de Mollison, que vous voyez ici, donc qui est l'espace entre foie et rein. Vous avez ici un petit triangle. Alors il faut bien garder un petit triangle de liquide, mais voilà, ce patient a un épanchement. L'autre localisation très classique, c'est le cul-de-sac de Douglas. Alors quand l'épanchement est beaucoup plus important, là pour le coup, vous pouvez le voir dans plein de territoires. Et alors, il faut le rechercher dans les gouttières pariétocoliques, donc il ne faut pas hésiter à aller assez postérieur, les gouttières. D'abord, si vous faites un abord antérieur, vous allez être un petit peu gêné par le tube digestif, donc allez bien latéralement chercher les gouttières pariétocoliques. Vous pouvez retrouver un épanchement sous-phrénique aussi bien à droite qu'à gauche, et puis en inférence au niveau sous-mésocolique essentiellement, comme vous voyez sur ce schéma, enfin sur cette image d'écho ici, où on a un épanchement liquidien abondant, et vous voyez les anses grêles qui nagent dans le liquide avec le raccordement avec le petit méso. Donc ça c'est beau. Le diagnostic est beaucoup plus facile. Ce qu'il faut retenir pour l'épanchement liquidien, c'est savoir rechercher un petit épanchement dans les zones d'éclive, et c'est pour ça qu'il faut bien connaître l'anatomie. Je vous ai fait aussi le petit rappel ce matin sur le péritoine et les replis péritonéaux, justement pour introduire finalement cette partie sur épanchement liquidien. Là, c'est pour vous insister sur la différence, parce que ça peut être une source d'erreur quand on est un petit peu débutant, entre épanchement péritonéal et épanchement pleural. Alors bien sûr, pour la localisation au-dessus du foie, vous avez sur ces deux schémas, on voit très bien ici, donc le foie de l'épanchement qui est cette fois donc en intrapéritonéal, la coupole diaphragmatique qui est l'espèce de ligne ici que vous voyez échogène, et il y a également de l'épanchement, mais là pour le coup il est sus-diaphragmatique, c'est un épanchement pleural. Donc c'est sûr que si on passe vite, on peut éventuellement se tromper, le repère étant la coupole diaphragmatique qui fait bien la séparation entre ce qui est intrapéritonéal comme cet épanchement sous-phrénique et l'épanchement pleural droit qui est au-dessus. Là vous avez la même chose et on retrouve la même ligne qui vient nous faire la séparation entre ascite et épanchement pleural. Et ça ça peut être un petit piège, mais il faut savoir en faire la différence. Donc dans l'échographie pour l'épanchement liquidien, on peut être amené à faire cet examen à but diagnostique, c'est-à-dire rechercher un petit épanchement ou un gros épanchement. On peut aussi être amené à le faire, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, pour faire un repérage éventuellement avant une ponction. Donc là c'est juste une petite diapo. Chez ce patient qui a un épanchement intrapéritonéal, vous voyez les anses digestives et l'épanchement qui est complètement liquidien. Donc c'est un patient qui avait une pathologie hépatique avec de l'acide. Le clinicien voulait ponctionner, et l'échographie peut aussi servir de repérage à cet acide. Alors, il faut savoir que ça reste quand même mobile, mais ça peut être une application de l'échographie dans le cadre d'un épanchement de guider cette ponction. Donc ça c'était la partie épanchement libre. Donc dans les objectifs, il y a aussi le diagnostic de collection profonde ou d'abcès. Alors c'est vrai que ça c'est plus des contextes un petit peu d'urgence. Bon, néanmoins, c'est important de pouvoir repérer ces anomalies. Alors vous allez voir que la collection, elle peut avoir des présentations très variées, parce que ça dépend de ce qu'il y a dedans. Ça peut être très quotidien,
comme ça peut être moins liquidien. C'est-à-dire qu'on peut avoir un aspect quasiment kystique, enfin j'ai mis entre guillemets pseudo-kystique, parce que c'est pas du tout un kyste, hein, c'est un abcès, c'est une collection. Mais s'il y a par exemple beaucoup de débris, du pus, etc., on peut se retrouver avec une masse qui est hétérogène et qui va finalement même être un peu écogène. Donc vous pouvez avoir quasiment toutes les présentations pour ce genre de collection profonde, et c'est là où c'est finalement un petit peu piégeant. Alors pareil, le péritoine, je dis c'est cette enveloppe, quand il y a une infection, ça va aller se localiser préférentiellement dans des zones d'éclive ou des replis. Alors bien sûr, si il y a une anse pathologique et que la collection, l'abcès est directement au contact, bien sûr il va être au contact de la zone pathologique, mais quand on peut avoir une dissémination un peu plus lointaine, ça va aller dans les zones de repli. Et là, il faut toujours dans ces cas-là regarder le sac de Douglas, qui est d'abord un repli, en plus quand les patients sont debout, c'est l'éclive, et c'est important, c'est une localisation fréquente. Donc là, j'avais mis un petit exemple d'une collection profonde pour vous dire que c'est pas toujours liquidien, il ne faut pas toujours s'attendre à retrouver quelque chose de contenu liquidien, ça peut être un contenu hétérogène parce que il y a du pus, il y a des débris. Donc ça, c'est un contexte de patient avec une sigmoïdite compliquée. Donc on voit ici la vessie, et puis donc au niveau du cul-de-sac de Douglas, donc en arrière, une masse qui est hétérogène avec des composants plus hypoécogènes, d'autres plus écogènes. Là, c'est une collection profonde dans un contexte d'une sigmoïdite compliquée avec un abcès autour. Et je vous ai mis une image de scanner parce que ça parle peut-être un petit peu plus facilement. Il faut voir qu'en scanner, ces images de collection ont souvent un contenu hypodense et puis une prise de contraste pariétal autour. Alors un petit peu, vous voyez une forme de lune au contact du sigmoïde épaissi, état normal. Et la présentation scanner est souvent quelque chose d'hypodense, alors que la correspondance écho est parfois quelque chose avec un contenu franchement plus hétérogène, ça paraît moins liquidien. On a en écho vraiment une perception différente du contenu de ces abcès profonds. Donc voilà pour la partie, on va dire, péritoine. Donc retenez épanchement liquidien, petite abondance, grande abondance, cherchez dans les territoires adaptés, et puis collection ou abcès profond, pensez aux zones d'éclive et à l'aspect qui n'est pas toujours complètement liquidien. On va maintenant parler de l'appendice, puisque c'est le second éclairage sur ce thème. Donc on l'a vu tout à l'heure, je vous avais mis un petit schéma de la région iléo-cécale avec l'appendice. Vous avez dit on a des variantes positionnelles qui vont nous compliquer la vie quand on va chercher un appendice normal. Variantes positionnelles qui peuvent être liées. Alors ce schéma est peut-être un petit peu excessif, mais c'est surtout pour mémoriser que le sécom peut être déjà lui dans des positions différentes. Donc forcément, si le sécom est dans une position sous-hépatique, l'appendice vous n'avez pas trouvé en fossile à droite. Donc les variantes positionnelles du sécom, puisque le sécom est une partie du tube digestif qui est mobile, il n'est pas fixé dans la gouttière pariétocolique, donc on peut avoir des sécoms qui sont basculaires, récurvatums, qui sont sous-hépatifs, donc ça modifie déjà l'emplacement potentiel de l'appendice, et puis l'appendice lui-même peut, vous voyez comme le schéma là d'en haut, peut se retrouver donc en étant latérocécal, en étant en dessous du sécom un petit peu plus classique, de direction complètement pelvienne, ou ce qu'on appelle appendice mésocéliaque, c'est en direction interne, vers le haut, vers le mésentère. Et ça c'est difficile. Et quand on a un sécom qui est court, on peut tout trouver un appendice qui se situe carrément sous le foie. Et là, on peut se retrouver avec un diagnostic différentiel avec la pathologie biliaire. Donc, retenez vraiment l'appendice. Certes, classiquement, il est en fosse iliaque droite, mais attention, il y a un certain pourcentage de patients qui vont avoir un sécom positionné différemment et un appendice lui-même qui peut aussi être positionné différemment. Donc ça, c'était le premier message que je voulais vous faire passer sur l'appendice. Après, en écho, comment on va visualiser notre appendice? Alors, on a parlé tout à l'heure du matériel, des sondes. C'est vrai que si on veut étudier correctement le tube digestif, c'est-à-dire avoir une résolution adaptée, on va être mieux avec une sonde linéaire autour de 7 MHz. Donc, pour étudier
en fausse iliaque droite comme on le voit là. Vous voyez que là c'est quelqu'un qui est relativement maigre hein, parce que les tissus sous-cutanés, les muscles, c'est finalement très peu épais. Et en arrière, on se retrouve tout de suite sur les vaisseaux. Hein. Vous avez vu sur le ici l'environnement de l'appendice avec toutes les structures vasculaires qui sont très proches, très en arrière, qui sont aussi un moyen de vous guider et de vous aider pour le retrouver. Et là, on voit donc chez quelqu'un de très mince la visualisation de cet appendice normal, qui est une structure borgne, qui est relativement superficielle. On voit un autre ici, donc un diamètre qui fait 4-5 mm, en tout cas moins de 5 mm. Vous voyez ici en arrière les vaisseaux, et puis une localisation très superficielle avec finalement une épaisseur très modérée en avant, ce qui nous permet d'utiliser une sonde superficielle pour visualiser correctement cet appendice. Alors l'appendice normal, les caractéristiques sont celles d'une structure borgne, c'est-à-dire que vous devez avoir identifié d'où il part, il faut avoir repéré l'adhérence, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure sur les schémas d'anatomie classique, et ce qui va caractériser l'appendice, c'est qu'il va être borgne, c'est-à-dire que vous allez dire, tiens, voilà une structure digestive, je la suis, tiens, elle s'arrête. Et c'est vraiment ça qui va vous faire dire, je suis sur l'appendice. Il faut être sûr que ça s'arrête, c'est borgne. C'est vraiment la définition, c'est borgne. Après, il y a les notions de diamètre. Au-dessus de 6 mm, c'est quand même, ça devient un problème. Et puis surtout, le contexte clinique, le fait que si vous êtes avec votre sonde et que vous appuyez, si ça fait mal ou si ça fait pas mal, ça c'est un élément qui va être important. Cette personne avec un appendice normal, on peut appuyer tout ce qu'on veut, il se passera rien, elle aura pas mal. L'appendice sera compressif, c'est-à-dire qu'on verra qu'on peut, comme du tube digestif, écraser parce que c'est souple, ce qui est complètement différent d'un appendice pathologique. Donc voilà, ça c'est pour les objectifs de reconnaître l'appendice normal. Alors je suis allée quand même un peu plus loin dans le cours, je vous ai parlé de l'appendicite, ça permet aussi de le confronter. Puis finalement, reconnaître l'appendice normal, c'est aussi parce qu'on cherche à être capable de faire un diagnostic d'appendicite. Alors forcément, c'est un contexte un peu particulier, c'est un contexte d'urgence, donc je ne sais pas si c'est dans ces contextes-là que vous aurez l'occasion d'effectuer des examens de coopération. Je vous ai mis une image de scanner pour bien comprendre, parce que je trouve que ça fait l'équivalent d'un schéma un peu anatomique, et puis vous êtes donc vous connaissez aussi bien le scanner. Donc les critères sémiologiques qui sont vrais aussi bien au scan qu'en écho sont les mêmes, c'est-à-dire un appendice augmenté de diamètre avec une paroi qui est épaissie, donnant un aspect un petit peu en cible, parce que cette paroi est anormale. On voit très bien là, sous la flèche verte, cet appendice anormal, cette espèce d'image en cible. Vous le revoyez ici dans l'équivalent d'une coupe finalement longitudinale qui part. Donc lui, il avait une topographie tout à fait classique avec le côlon ici. Et vous voyez qu'en scanner, on arrive à voir les signes d'inflammation autour, c'est-à-dire cette espèce d'infiltration de la graisse. C'est plus difficile en écho de voir l'infiltration de la graisse. Et puis on peut parfois voir ce qu'on appelle un stercolite, c'est-à-dire un petit composants denses, donc radio-opaques, qui peuvent se voir sur un ASP, qui sur une écho peut vous donner une image éventuellement avec un petit cône, et qu'on peut retrouver aussi sur le scanner. Alors c'est pas le stercolite qui va vous signer l'appendicite, mais il faut savoir que c'est un élément qu'on peut retrouver dans la pathologie appendiculaire aiguë. Là, je vous ai mis 3 exemples d'appendicite en écho. Donc, vous voyez la différence par rapport à l'appendice de tout à l'heure. On a une structure qui est en cible. Vous voyez, ça fait des couches concentriques. On l'a mesuré, là, ça faisait 1 cm. Et puis surtout, il y a ce côté très examen clinique de l'écho, c'est qu'on a la sonde sur la fosse iliaque droite, là c'est une sonde linéaire, on appuie et le patient hurle, quoi. Enfin, c'est là. Et ça vous conforte très nettement. Donc là, c'était une vue transversale, parce que vous avez donc, quand vous coupez l'appendice dans son plan axial, et quand vous l'avez en long, vous retrouvez ce côté borgne, le côté fermé au bout, vous voyez que ça fait comme un doigt finalement, et ça c'est ce côté borgne qui va vraiment vous signer que vous êtes bien sur l'appendice, et vous voyez au bout, il y avait un stercolite là qui se présentait avec une composante très échogène, et on retrouve l'aspect en couche, et le côté, si vous étiez en direct en train de faire cet examen, le côté non compressible, diamètre augmenté et la douleur. Là c'est juste pour
vous montrer une image où c'est inflammatoire. Hein, donc si on met un petit peu de Doppler énergie, tout simplement, on voit qu'on a une espèce de vascularisation très importante de cet appendice inflammatoire. Et vous voyez aussi sur cette image le côté vraiment borgne et une forme comme un doigt de cet appendice. Et à chaque fois, là, dans les exemples que je vous ai montrés, je vous montre des exemples où on voit bien l'appendice, mais vous vous rendez compte que c'est finalement très superficiel pour bien le voir. Là, on est dans des formes d'appendice, que ce soit les images normales ou pathologiques que je vous montre, qui sont classiques et pour lesquelles on arrive à faire le diagnostic en écho. Il est évident que si vous avez un appendice mésocéliaque, rétrocécal, sous-hépatique, vous allez avoir beaucoup plus de mal en écho, et là c'est le scanner qui va être roi, quoi. Mais n'empêche que il faut, alors je sais pas comment vous gérez les urgences, enfin comment il faut quand même, l'écho c'est super rentable. Si vous arrivez, si vous voyez ça, vous avez fait le diagnostic, c'est bon quoi. Hein, vous n'avez pas irradié votre patient si c'est un jeune, et donc c'est quand même très intéressant de réussir à faire ça. Mais je vous dis pas qu'on gagne à tous les coups, hein, ce serait vous mentir. Et donc la troisième partie du cours, c'était une petite savoir reconnaître un épaississement d'une paroi digestive. Alors, je vous ai mis un petit schéma. Les parois digestives sont avec des couches différentes. Hein. Si on part de la lumière, on a l'interface, la ligne d'interface entre la lumière et la muqueuse, la sous-muqueuse, la musculeuse et la séreuse. Voilà, c'est ce qu'on voit. Ça fait 5 lignes. Alors, ce qu'on va chercher en pratique courante, c'est un épaississement de cette paroi digestive. Donc là, vous avez une paroi digestive normale ici, où vous retrouvez l'aspect en couche. De toute façon, c'est normal de voir un aspect en couche. Simplement, cette paroi-là, elle fait 2 mm, et cette paroi-là, elle fait 1 cm. Cette paroi est franchement épaissie. Donc là, vous avez l'aspect normal. Hein, là, c'est un plan longitudinal. Et là, vous voyez cette anse qui est franchement anormale. On a une paroi qui fait 1 cm. Alors, c'est clair et net. On a un épaississement pariétal. Donc ça, c'est des choses qui peuvent aussi être importantes à reconnaître. Alors forcément, ça peut toucher tout segment. Hein. Ça peut être sur l'intestin grêle, ça peut être sur le côlon. Vous allez reconnaître, parce que vous connaissez anatomiquement la zone où votre image pathologique est visualisée. Si c'est dans une gouttière pariétocolique, que c'est long et tubulé, ça va être le côlon. Si c'est au milieu et que ça fait plein de boucles, ça va plutôt être l'intestin grêle. Un autre exemple de paroi régulière, alors, il y a l'épaississement qui est important, mais il y a aussi une espèce de critère un peu qualitatif, c'est de voir comment est cette paroi. Vous voyez ici là, les lignes potentiellement visibles en échographie. Alors bien sûr, en sonde superficielle pour avoir une résolution adaptée. Cette paroi a conservé son architecture normale, elle est régulière. Cette paroi a une architecture qui est complètement anormale. Vous voyez que on a des images, enfin c'est complètement festonné sur certains bords. On a un aspect complètement irrégulier sur le versant muqueux. Vous avez mis une petite image de Doppler. Donc ça, c'est des éléments aussi sémiologiques à reporter. Il n'y a pas spécialement que le côté paroi non épaissie, paroi épaissie, il y a aussi comment se présente cette paroi digestive. Est-ce qu'elle garde son architecture classique en couche bien régulière ou est-ce qu'il y a des anomalies surajoutées? Et ces anomalies surajoutées se retrouvent souvent dans le cadre de la maladie de Crohn. Vous avez déjà entendu parler de cette pathologie qui est une maladie inflammatoire du tube digestif qui va toucher des gens jeunes, plus souvent mais aussi des gens âgés. Et là, on est amené à leur faire des échographies. En plus, c'est des patients qu'on revoit de manière fréquente tout au long de leur vie parce que ça évolue par poussée, et donc plus on a un examen non irradiant, mieux c'est pour eux. Alors si on peut éviter le scanner, c'est très bien. On peut aussi faire des explorations par IRM, mais souvent c'est pas trop dans le cadre aigu, et l'écho est intéressante si on sait faire, si on est performant, si on a l'habitude. Alors c'est sûr que pour réussir à avoir des anomalies ou ce genre d'image, il faut déjà quand même avoir, c'est pas on sait pas faire ça tout de suite. Quoi. Il faut quand même en faire pas mal. C'est pas simple. Alors c'est vrai que cette partie tube digestif périphérique n'est pas très développée dans votre module
acquisition, mais c'est aussi parce que ce sont des échos difficiles. Il y a certaines écoles, entre guillemets, qui font beaucoup d'échos pour la pathologie digestive, d'autres qui en font moins, qui vont au scan parce que c'est plus facile ou parce que leurs organisations font que c'est comme ça. Néanmoins, si on sait faire de l'écho, on peut voir on peut faire des beaux diagnostics, on peut voir des choses. Et donc dans la maladie de Crohn, il faut rechercher une modification de cette épaisseur pariétale, des anomalies, des couches, un aspect très irrégulier. Vous allez aussi, puisque je vous ai dit, c'est un peu, l'écho est vraiment un examen, un prolongement de l'examen clinique, vous allez voir si ces anses sont compressibles, si elles se contractent. Il est évident qu'une anse qui est compressible et qui a un péristaltisme qui se contracte, qui bouge, ça c'est plutôt un élément en faveur d'une anse normale. À l'inverse, une anse qui bouge pas du tout et que vous n'arrivez pas à appuyer, à diminuer de taille, ça c'est pathologique. Et puis il y a toutes les anomalies de la graisse autour, ça c'est pas toujours très facile à voir. Là pour le coup, faut avoir quand même pas mal d'expérience pour rechercher une graisse anormale, des abcès aussi autour. Et puis on peut voir sur les parois anormalement épaissies des patients qui ont une maladie de Crohn des ulcérations, c'est-à-dire que quand vous suivez la ligne de la muqueuse, vous voyez que tout d'un coup ça fait un aspect creusant vers l'intérieur. Et on peut parfois voir aussi des images hypoéchogènes qui partent de l'anse et qui sont des fistules. On peut regarder la vascularisation de cette anse anormale, comme on a là ici, qui correspond à celle-là, où vous voyez un aspect extrêmement inflammatoire et très vascularisé. Donc ça, c'est des choses pas simples, mais c'est intéressant à connaître. Alors c'est vrai que c'est des contextes un petit peu aigus que vous ne croisez pas peut-être tous dans votre exercice, mais c'est une partie de l'échographie qui donne de belles images et qui a le mérite de donner un diagnostic rapide en utilisant une technique absolument non invasive. Et je crois que c'est vrai que c'est très intéressant. Et dans les épaississements, je vous ai quand même mis la vagination. Alors, vous allez en entendre parler, à mon avis, par les pédiatres. Enfin, je crois pas qu'il s'est fait l'impasse là-dessus. Mais ça donne des images digestives anormales, alors qu'on pourrait considérer comme épaissi. La vagination, c'est ça, c'est un segment digestif qui rentre dans un autre qui se télescope, ce qui fait que quand on regarde en échographie, et là l'échographie est vraiment un très bon examen, on retrouve cette espèce d'image de boudin comme on a là, parce que on a un aspect franchement anormal et épaissi, avec plusieurs couches, et puis les petits vaisseaux qui sont à l'intérieur, puisque vous voyez que dans cette anse qui s'est glissée dans l'autre, il y a un petit peu d'environnement péridigestif et donc de vascularisation sur le mésentère qui glisse dedans, et vous voyez que là sur cette petite image de Doppler on voit ces petits vaisseaux à l'intérieur et l'aspect très épaissi en couche et puis en sandwich. Donc là c'est une coupe transversale et là c'est une coupe longitudinale où on a cet aspect donc ça je vous montre juste un petit peu parce que j'étais embêtée de parler d'épaississement digestif sans dire un petit mot sur la vagination. Mais à mon avis, il y aura des choses de dites en pédiatrie. Et puis ça, j'avais mis ça pour finir, parce que je vous ai parlé un petit peu de pathologie aiguë finalement, avec les épanchements, les abcès, le tube digestif. Et moi, je vous parle de l'abdo, mais attention, si vous êtes amené à faire ce genre d'écho, c'est là où ça devient compliqué, parce que c'est pas des échos protocolés, et c'est là où on a dit que c'était pas la bonne cible pour la coopération. Mais il faut penser large, il faut penser gynéco, et il faut penser uro. Là, c'est un exemple de grossesse extra-utérine, un abcès rénal et une dilatation sur une colique néphrétique. Bon, c'est juste un clin d'œil pour